Noyer, qui est situé à Périgny-les-Dijon, dans le sud de Dijon. Et vous êtes auteur. Je suis auteure et éditrice. Eh bien, Les deux. alors, d'abord, question, en tant qu'éditrice indépendante, qu'est-ce qui vous a motivé à venir et à prendre ce chemin périlleux? Le chemin de l'édition indépendante s'adresse, je pense, aux personnes qui auront un petit peu de mal à rentrer dans les cadres et qui aiment bien les chemins de traverse, qui sont loin des autoroutes de l'esprit et qui aiment bien, qui ont un farouche esprit d'indépendance. Il y a un prix assez cher à payer, parce que cette indépendance est compliquée, mais c'est aussi une grande liberté. Auteur bio, vous pourriez dire que vous êtes un peu une auteur bio, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le bio est quelque chose de très compliqué, on sort un peu des chemins de traverse, etc. Alors auteur bio, je ne sais pas, ce que je dirais c'est qu'on est auteur et surtout éditeur responsable. Pourquoi éditeur responsable? Parce que nous sommes, on a la particularité, comme toute petite maison d'édition, de partir de petits tirages. Et des petits tirages, ça veut dire qu'il n'y a pas de livres qui partent au pilon. En fait, on commence avec un galop d'essai sur des petits tirages et ensuite, en fonction du succès des ouvrages, on peut réimprimer, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ouvrages qui sont perdus. Donc, éditeur responsable, oui, on pourrait revendiquer cette chose-là. Écologique, peut-être aussi sur les thématiques qui sont parfois abordées. Alors, abordons maintenant l'aspect auteur. Vous êtes venu avec combien d'œuvres? Alors, notre catalogue est constitué, notre maison d'édition a 3 ans pour ses publications, et est constituée de 36 titres, et nous sommes venus ici, moi en tant qu'éditrice et auteur, et accompagnée d'Anne Lemaître, une des auteurs phares de la maison. Et là, vous allez nous présenter donc combien d'ouvrages? Eh bien, si vous voulez, je vais vous parler rapidement de 3 ouvrages. Allons-y. Alors, on présente avec le concept. Donc, la première collection de l'Atelier des Noyers, c'est une petite collection de carnets. Vous avez ici À la recherche du mot perdu, qui est un petit carnet de vie, qui a été écrit par Colette Andriot, qui est une poète de Saône-et-Loire, qui a été entre autres à l'origine de la préfiguration de la Maison de la Culture dans les années 70, et Mathieu Louvrier, qui est un plasticien dijonnais. Le principe de notre collection, c'est toujours la rencontre inédite d'un auteur et d'un plasticien dans un format court, donc un texte court et poétique et un univers graphique. Donc là, effectivement, vous allez avoir dans À la recherche du mot perdu un univers du temps qui passe, un univers sur l'ensemble de la vie, avec de très belles illustrations, et inédites pour le projet de Mathieu Louvrier. Ce petit format, on l'a voulu volontairement à l'italienne, pour permettre aux images aussi de se déployer dans la page, et on l'a voulu dans un petit format qu'on puisse glisser dans la poche, qu'on puisse mettre sur une table de nuit, comme un petit bijou de papier que l'on peut s'offrir et que l'on peut garder auprès de soi. Et qu'on peut lire n'importe où. Et qu'on peut lire n'importe où, et dont la longueur aussi ne rebute pas la lecture. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand c'est trop long, on a le sentiment que le public, au niveau de la lecture, s'épuise rapidement. Oui, on est dans une société qui est une société souvent qui passe d'un moment à un autre, et on pense que pour rentrer dans la lecture de poésie, proposer de petits recueils, ça peut être une bonne entrée. C'est un parti pris, mais on le présente. Alors, un autre ouvrage peut-être à nous présenter? Oui, Blanc comme la neige, qui a été Anne Lemaître, l'auteur est présente sur le salon, et qui a trouvé la première formule dans son format A5 pour pouvoir permettre aux illustrations de se déployer. Ce sont des aquarelles, c'est un carnet de couleurs sur le blanc, sur la vie, sur la séparation également et sur l'infinité. Et donc on a choisi ce format-là parce que nous avions tout particulièrement une très belle aquarelle dont on pensait que de la remettre dans le plus petit format était la dénaturer. Donc on a choisi ce format-là, et donc un carnet de couleurs qui propose dans un deuxième axe de collection. Alors un troisième ouvrage, puisque vous avez l'air d'être lancé, allez-y, un troisième ouvrage, plus à destination des enfants. Donc on a la particularité d'avoir des couvertures qui sont sobres et qui sont simplement typographiées, sans illustration, mais pour les enfants on s'offre cette dérogation pour faire un appel aussi qui soit plus visuel pour eux. Et là un petit atelier des expressions dont j'ai écrit les textes et qui a été illustré par Adeline Ruel. C'est Georgette, une petite grenouille, qui explique les expressions de la langue française au sens imagé et au sens propre, avec toujours un petit côté facétieux. Donc elle permet de donner de la confiture au cochon, de décrocher la lune, ou de se trouver parfois comme nous entre le marteau et l'enclume dans la vie. Voilà, ça permet aux petits comme ça bien de pouvoir rentrer, voilà. Aussi de pouvoir rentrer dans la poésie. Et puis un dernier peut-être? Alors juste une petite dernière chose pour conclure, on propose en parallèle de tous 2 ouvrages la série de cartes postales des illustrations de l'ouvrage. Donc là par exemple vous avez celle de la recherche du mot perdu,
Et ça permet en général, les personnes qui aiment bien les carnets et les petits textes poétiques ont gardé cette tradition épistolaire, donc ça permet de pouvoir partager avec, à l'envie, une petite partie de l'ouvrage en l'envoyant à son destinataire, donc d'offrir une partie de l'ouvrage par lettre interposée. Vous avez un site internet, une adresse internet? Alors on a une adresse internet, l'Atelier des Noyers, www.atelierDesNoyers.fr. Bien clair, merci. Merci beaucoup. Bonne lecture. Merci. Laurent, bonjour. C'est lui. Laurent, bonjour. Bonjour. Voilà. Et Antoine. Bonjour. Alors Antoine, être éditeur indépendant, quelle est la signification pour vous? Alors c'est une signification très importante parce que c'est à l'heure actuelle ma 5e maison d'édition. J'ai fait plein de petites maisons d'édition indépendantes. Et là, j'ai tout été obligé de les fermer parce que je crois que c'est une des grandes caractéristiques des maisons indépendantes. C'est qu'on n'a pas les moyens de résister aux gros qui, en fait, très souvent s'approprient vos auteurs. C'est pour ça que je fais pas mal de salons qui recueillent, j'allais dire, plein de petits éditeurs indépendants pour essayer de les promouvoir. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui est assez difficile. C'est non seulement difficile, je crois même que c'est une vocation. Je crois qu'il faut être un peu différent, inapte à des tas de choses pour pouvoir faire une maison indépendante. Alors maintenant, quel est le livre que vous avez choisi en tant qu'éditeur? Alors, je vais vous présenter un livre de Benedict Time. C'est un auteur que je suis depuis quasiment 20 ans. J'ai publié la totalité de son œuvre. Et on a fait aussi parallèlement une grande œuvre artistique avec à base de correspondance, essentiellement de correspondance et puis d'œuvres écrites. Voilà, alors le livre que je vous présente, On a brûlé les ruches blanches, c'est son 14e roman. Benedict Time et surtout m'intéresse par son style. C'est une jeune femme qui raconte, j'allais dire, toujours un peu la même chose, mais qui travaille énormément son texte. Et je dis toujours que quand on prend un livre de Benedict Time, on peut l'ouvrir n'importe où, à n'importe quel endroit. Et en fait, on est immédiatement saisi par le texte et par l'histoire. C'est aussi ce que j'aime dans les romans de Laurent, qui, dans un style très différent, raconte des histoires qui sont absolument palpitantes. Alors Laurent, justement, auteur, trouver une maison d'édition pour un auteur, c'est toujours quelque chose de nouveau et puis d'intense, puisque ça permet également à l'auteur d'exister à travers cette maison d'édition. Est-ce que c'est votre premier roman? Non, ça c'est 6 jours à tuer, c'est le 8e roman. Sachant que j'ai écrit d'autres choses qui n'ont pas été publiées, et 2 ou 3 articles de sociologie pour couronner le tout, à mes débuts. Alors quelques mots sur 6 jours à tuer. C'est quoi? C'est un policier? C'est un thriller? C'est un polar. Initialement, je ne me destinais pas à écrire des polars. D'ailleurs, j'en avais jamais lu. J'ai découvert Simon uniquement parce qu'Antoine m'en a parlé. Et les lecteurs m'ont demandé une suite. J'avais juste écrit une histoire comme ça. L'idée, c'était de savoir, de ma morte, le tout premier, je mettais en scène 2 femmes, une flic et une tueuse, pour savoir si j'étais capable de vendre une histoire et d'avoir un lectorat. C'était vraiment pour rigoler. Alors même si c'est toujours, comme on dit, pour histoire de rigoler, de faire des essais, se mettre quand même dans le corps de 2 femmes antinomiques, une qui représente les forces de l'ordre et l'autre qui représente plutôt le côté obscur. Est-ce que pour
pour un auteur et pour Laurent, est-ce que c'est pour vous facile finalement de vous mettre à la place de ces deux femmes? Est-ce que ça a été une expérience facile ou quelque chose de complexe? Alors, premièrement, si j'ai choisi des femmes, c'est par anticonformisme. Tous les polars étant réservés aux hommes, on voit souvent que des hommes. Les femmes ayant rendu des services, je leur devais bien ça. Donc j'ai voulu mettre deux femmes, et c'est pratiquement, dans tous mes romans, les femmes ont la belle part du roman, qu'elles soient gentilles ou méchantes. Maintenant, au niveau de la complexité, j'ai quand même dû me renseigner, parce que c'est compliqué la psychologie féminine. Il est évident qu'on ne peut pas faire courir une femme avec des talons aiguilles. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu ma nièce remporter ses courses avec des talons aiguilles, sinon qu'avec une paire de baskets. Donc c'est logique, au moins sur ce côté-là, sans compter d'autres tas de petites choses où je demandais quand même conseil auprès de ces chères dames. Alors on va juste aborder les ouvrages qui n'ont pas eu la chance d'être publiés. Est-ce que ces ouvrages, vous les retravaillez pour qu'ils puissent un jour être publiés, ou vous pensez que ça fait partie maintenant de quelque chose qui fait partie du passé? Alors, en fait, j'écris une histoire parce que j'ai besoin d'écrire une histoire un peu comme les poules pondent des œufs, il faut que ça sorte. L'histoire me passe par la tête, donc elle sort. À partir de là, ça intéresse Antoine ou ça ne l'intéresse pas. Je veux dire que, un peu comme sinon, une fois que j'écris un texte, je m'en fiche. C'est fini. Vous passez à autre chose. Voilà, je passe à autre chose. Concernant cet ouvrage, donc Ces jours à tuer, qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, qu'il puisse vivre à travers une maison d'édition indépendante? Quelle est la signification pour un auteur aussi? Parce qu'on pose la question à un éditeur, mais pour un auteur, pour vous, c'est quoi de faire partie également du catalogue d'un éditeur indépendant? Alors déjà, il y a quand même un peu de fierté, mais c'est surtout l'homme qui m'intéresse. C'était Jacquard, le biologiste, qui avait dit que ce sont les rencontres qui font les hommes. Je crois qu'il n'y a pas plus juste. Et à partir du moment où je peux établir quand je sens que la relation peut être franche, honnête, sans sous-entendu, il n'y a aucun problème. J'aime bien travailler comme ça, que ce soit l'édition ou pas. Par contre, si je sens que ça ne va pas aller, non, je préfère m'en aller tout de suite. Même s'il y a 10 000 € à la clé, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler votre prochain roman? Pas du tout, Laurent? Ah bah oui, bien sûr, oui, parce que j'ai été traumatisé quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai dû m'arrêter pendant 6 mois de suivre des cours. Et après, en reprenant, j'ai compris qu'il ne fallait jamais s'arrêter. Tout est dans le rythme. Eh bien, en tout cas, messieurs, merci. Et puis, bonne lecture. Et puis, à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. C'est un atelier qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans jusqu'à 17 ans, plus peut-être. Dans cet atelier, donc, les enfants, ils écrivent des histoires en fait, des textes, des poèmes, de la poésie, des nouvelles, enfin n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est entre guillemets bien sûr. Le principe, c'est qu'ils ont tous des ordinateurs. Là, il y a aussi du papier, bien sûr. On peut aussi dessiner, pourquoi pas. Et l'idée, c'est de faire des livres. Vraiment, c'est de fabriquer des livres et qu'on ait à la fin un objet tangible, un objet désirable, un objet qu'on a vraiment envie d'ouvrir. Je dis bien objet parce que c'est une présence et c'est donc leur livre. C'est eux qui l'ont écrit, qui l'ont conçu, qui l'ont écrit. Alors, il n'y a aucune directive, il n'y a pas de thème, c'est une dynamique en fait de création. Alors progressivement, on a été amené à... Alors au début les éditions, l'enfant partait avec 1 ou 2 livres qu'il faisait. Et puis après, j'ai compris que c'était intéressant de faire plus d'éditions. Et donc à ce moment-là, on a ouvert une petite maison d'édition
C'est-à-dire que les livres sont édités entre 15 et 20 exemplaires, grand maximum, et ça reste toujours pour le sens de micro-édition, qui sont exposés dans des salons et vendus. Ce qui fait que l'enfant, il comprend que il est écrit, il y a toute la chaîne qui compte. Il écrit son livre, il le voit faire, et après il le voit exposé, il signe les autographes éventuellement, et il le voit vendu, entre guillemets encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'économie, on ne rentre pas dans ce champ-là. Et ça marche très très bien. Alors je voulais juste revenir sur cet atelier parce que les enfants ont écrire, commencent entre 7 et 17 ans. Mais est-ce que les textes, par exemple, vous les retravaillez avec eux ou est-ce que vous les laissez tels qu'ils sont? Parce que tout texte a besoin parfois d'être un peu remodelé, d'être ajusté. Donc, alors, qui se permet justement de faire cet ajustement? Évidemment, c'est évident, là pour le coup c'est moi qui fais ça en fin de compte. Et on fait ça ensemble, c'est-à-dire ça se fait au fil du temps. On écrit, donc c'est sur ordinateur, donc ça c'est intéressant. Il y a toujours une version en fin de compte que j'appelle correction, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme qui rappelle un peu trop le scolaire, mais quand même. C'est-à-dire c'est évident qu'on éradique tout ce qui est faute d'orthographe, faute de français, etc. Et on apprend, enfin je leur donne comment est-ce qu'on peut faire un texte, comment est-ce qu'on peut raconter une histoire, comment est-ce qu'on peut entraîner un lecteur dans la dynamique d'un texte, etc. Donc tout ça, mais c'est encore une fois, c'est fait enfin, c'est une pédagogie, on va dire, un peu spontanée, qui se fait un peu sur le tas. Je me suis aperçue qu'ils travaillent en général sans plan, la plupart d'entre eux travaillent sans plan, mais qu'ils savent très bien où ils vont. C'est assez absolument... Alors ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a deux temps différents dans les ateliers, c'est-à-dire que c'est du temps long, donc l'enfant apprend que l'écriture d'un texte, pas simplement j'appuie sur un bouton et j'ai mon texte. Donc il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut du travail. Et en même temps, je leur faisais des petites impros vidéo justement sur des mots que j'appelle difficiles, qui sont des mots de la langue française, qui n'ont pas, enfin peut-être un peu désuets, mais on va dire un peu compliqués. Et je leur donne à décortiquer. Et après je les filme et après j'édite un petit peu sous forme de petits livrets extrêmement simples. Voilà. Donc ce qui fait qu'il y a toujours une idée on arrive au papier, on arrive au projet, on arrive au livre, qui est un objet, dans le design, qui est un objet pensé, dans sa forme, dans sa matérialité, mais aussi dans sa typographie, dans son graphisme, etc. Et ça c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment le champ complet de l'écriture, mais aussi de la forme, quelle forme a un livre. Alors vous êtes venu avec deux ouvrages justement, oui, tout à fait, oui. Alors vous allez peut-être commencer par nous présenter le premier ouvrage que vous avez sélectionné. Oui. Alors évidemment j'en ai beaucoup, c'était dur la sélection à faire. Alors c'est l'ouvrage, donc c'est écrit par Ava Sultan. Ça s'appelle Mamie et les elfes. Donc ça c'est un livre qu'elle vient faire, qu'elle a écrit l'an dernier et qui est exposé cette année. Donc je veux dire c'est une de nos nouveautés. Alors est-ce que vous aviez suggéré de lire un passage? Est-ce que c'est de cet ouvrage ou c'est plutôt de l'autre que vous aviez envie de nous livrer quelques phrases? Écoutez, on va aller les deux. Et bien alors allons-y pour les deux. Alors Mamie et les elfes donc. Il arrive que grand-mère murmure des phrases incompréhensibles. On dirait des recettes de cuisine. Ma mère ne cesse de me répéter que c'est à cause de son grand âge, si parfois elle perd un peu la tête. Quand je sens que je suis sur le point de la perdre, la mienne, je saisis tout de suite un cran de chocolat. Je téléphone à Mia. Il ne fait pas encore nuit que je sens déjà le stress monter en moi. Je ne connais qu'un seul remède, le chocolat. Je résiste 5 minutes à la tentation avant de casser un cran. Le chocolat fond dans ma bouche, c'est délicieux. Ma mère entre juste à ce moment-là dans ma chambre, devant ma mine barbouillée, elle éclate de rire. On mange en 5 minutes, Lily. Panique dans ma bouche. Ma mère a fait un gratin d'épinards. Ce n'est pas un plat que je déteste d'ordinaire, mais ma mère est une pitoyable cuisinière. La nuit est tombée, mais pas mon stress. Il faut absolument que je parle à Mia pendant au moins 30 minutes. C'est ça ou un deuxième cran?
maintenant, je me sens beaucoup mieux. Parfait. Belle imagination, un joli texte sur le chocolat. Oui, non, c'est Mais plutôt... également aussi sur le rapport aussi peut-être. Oui, tout à fait. C'est ça, avec la c'est mère, riche, avec la grand-mère, etc., etc. Et le stress. Alors, et le deuxième ouvrage que vous Alors, avez le deuxième sélectionné ouvrage, c'est Sorcière Garacha. Donc, Sorcière Garacha, qui a été écrit par Khalil Peraya. Voilà. Donc, il est question effectivement de chat et de sorcière. Une lecture peut-être. Alors, la sorcière Garacha n'avait personne à qui parler, personne à ennuyer, personne à embêter. La sorcière Garacha décida alors d'acheter un chat à chouchouter, un chat à chatouiller, un chat à chatouiller. Hélas, le chat chamois qu'elle acheta passait son temps à dormir, ou à manger, ou à dormir. Bref, il ne sortait jamais. Un jour, la sorcière l'invita à faire un tour sur son balai. Le chat, qui ne faisait pas assez de sport, du balai, hélas, chavira. Le chat chavira. Cela amusa beaucoup la sorcière. Elle acheta aussitôt un autre chat. Ce chamallow passait lui aussi beaucoup de temps à dormir, à manger, à dormir, à manger. La sorcière l'invita sur son balai. Et dans le ciel, elle le fait chalouper et le chat chavira. Le chat chamallow chavira. Alors, je tiens à préciser que toutes les illustrations ont été faites, c'est des gravures qui ont été réalisées par un atelier de gravure à Charenton qui était dirigé par Alain Casalis. Donc c'était fait par des enfants du même âge que l'auteur. Donc c'était vraiment un atelier et donc le principe c'était qu'en début d'année ils avaient l'histoire et donc les enfants, encore une fois comme dans la réalité, choisissaient les passages qu'ils voulaient illustrer. Donc c'était vraiment ça. Donc voilà. Donc ça c'était la sorcière Garacha. En tout cas, merci. Et puis on se dit merci. à très bientôt. Merci, au revoir. Et bonne lecture, au revoir. Merci, au revoir. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une maison d'édition indépendante. Que signifie pour vous être une édition indépendante? Ça veut dire quoi être éditeur indépendant pour vous? Être éditeur indépendant, c'est déjà être indépendant, c'est-à-dire pas faire partie d'un groupe, de partir tout seul sur sa propre décision éditoriale et puis en subir les conséquences aussi de ce fait d'être seul, c'est-à-dire que défendre son travail, ses éditions, ses auteurs, tout seul peut-être mais peinard, voilà, comme dirait la chanson. Voilà. Mais en même temps, quand on le décide, c'est aussi pour avoir son indépendance. Une indépendance, oui, mais qui n'est jamais facile. Qui n'est jamais facile parce qu'il faut quand même penser aux lecteurs, aux libraires. Il y a toute une filière évidemment, alors, et aussi au bien-être des auteurs, etc. Bon, donc la liberté n'existe pas non plus en édition complètement. Alors vous êtes venu avec un auteur. Oui, Vous Carles allez Dias. nous présenter cet auteur et puis on va laisser peut-être la place à l'auteur de nous parler de son dernier ouvrage. Alors, donc Carles Dias qui va nous présenter le Suslathalver en marge, son dernier ouvrage que nous avons publié au mois de juillet dernier, 2019. Alors de quoi parle cet ouvrage? Alors cet ouvrage il s'intitule donc Suslathalver. La talver est un vocable occitan qui pourrait se traduire en français comme en marge. Si l'on traduit ce vocable donc issu de la langue occitane, la talver c'est le lieu où la charrue, c'est une terminologie ancienne, paysanne, où la charrue pouvait tourner pour labourer ensuite le champ. Donc par association j'ai voulu créer un lien entre cette idée de la marge, de la bordure, avec une forme d'altérité, une forme de lieu autre pour pouvoir penser l'histoire
à partir d'une vision plutôt sensible, une vision aussi tellurique qui sort, qui émerge de la Terre, tout en laissant place à une alternative différente avec les revenus. Alors, donc là maintenant, vous allez eh bien, nous lire à deux voix. C'est un poème, c'est un extrait du... Oui, c'est un extrait d'un poème. C'est un extrait, d'accord. Oui, nous ne publions que de la poésie contemporaine. Donc, Moi je le lis en français, je lis en occitan. En français, c'est deux petits extraits. Je me cogne la vue sur le lumineux panneau des autoroutes et mon chemin exutoire, haut perché entre le provisoire et l'inaccessible, s'achève sur une note ascendante. Une phrase absurde, parasitaire, méante, m'obsède, comme la pauvreté première. Aux grands blessés, aux mutilés, à tous ceux qui hier vaincus sans espérance de retour, aux bras coupés, aux vies tronquées, je demande. Quel est le nom de votre peuple? La vista, la metusti per spaneus luminoses de los motortos, e muncant exitori, ma stat planaut entre so prisori, e so que spas tatenges, s'acabas sus une note montante, une phrase dessinada, parasitario, me trebe, me tintanaille, come la povretat primaire, as granda frats, als estropiats, a totes los que l'endrat, vencuts, sen cap d'espè de tourna, als braces trencats, a las vides brigallades demandi quel est le nom de votre peuple. Au-delà de nos mémoires savantes, de nos ébats dans la cendre, de nos libertés naines. Pourquoi avez-vous permis que les voix d'antan s'engouffrent dans ces mémoires incompréhensibles et qu'elles gagnent l'autre rive? J'interroge, regardez, éveillé. J'ouvre brusquement la fenêtre, le corps exposé, debout, face au vent qui me frappe et m'adresse à cette présence invisible à laquelle je tiens tête. Endela de las nostres memòries sabentes, de nostres rebordeledes, dins el cendri de nostres llibertats manetes, perquè habets permetut que les buses d'autres cops s'enguen enfonillat dins una sempre incompressible e adjunien l'altra riba, questioni per tal de los tenetes reveillats. Derbi a tot trac la finestra, tot lo cos parat a defora, qui hi ha contra el vent, que m'etuste a travers et parler en aquel présentier invisible que li fa autarque. Voilà. C'est cet extrait du dernier ouvrage de... Carl Diaz, Sus la Talvère, livre bilingue, Laissez-le comme ça, quelques instants. en bilingue, en vis-à-vis. On est bon? C'est bon. Parfait, bien merci, puis à bientôt. Merci beaucoup.